Donc bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être venus assister à cette conférence sur l'e-réputation et la veille surtout. Donc nous nous excusons par avance parce que contrairement à ce qui avait été indiqué, Madame Borges-Dionnet ne sera pas présente ce soir. Elle, voilà, elle est malade, donc c'est des choses qui arrivent, donc nous excusons d'avance. Mais je vais laisser la place à Madame Asser pour nous parler de la veille et de l'e-réputation. Voilà, bien, bonjour à tous. Je me présente très rapidement, Emmanuel Azer. Je suis conseiller intelligence économique à la Chambre de commerce. Donc, mon métier au quotidien, ça va être d'accompagner, de conseiller, d'informer, de sensibiliser des entreprises justement à ce qu'est la veille et plus généralement ce qu'est l'intelligence économique. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir invité pour présenter ce sujet. Et bien, nous allons déjà faire un premier constat au sein du contexte actuel de la veille. C'est quoi la veille? Eh bien, déjà, d'une part, c'est une pratique qui est encore en développement. On ne va plus la taxer de pratique émergente, puisque quand même, ça fait quelques années qu'on utilise cette terminologie et qu'on va surtout mettre en pratique. Ceci étant, ça reste quand même une discipline ou une matière qui est en cours de professionnalisation. Donc, alors, quelques repères historiques. En 1994, Henri Marthe, le père de l'intelligence économique à la française, ébauche, on va dire, les contours de ce qui sera la veille, les actions coordonnées de recherche et de traitement. Donc là, débute, on va dire, cette fonction. Elle était certes existante dans les entreprises, mais disons, n'avait pas ce niveau de conceptualisation. Et dès 1998, l'AFNOR, on va dire, s'empare de la chose et crée une norme. Alors, on notera cependant cette norme, elle est liée aux prestations de veille. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, on pensait plutôt que la veille allait être systématiquement sous-traitée et que justement, c'était quelque chose qu'il fallait encadrer afin d'éviter les débordements ou, disons, d'y mettre un cadre, d'où la norme AFNOR. Donc tout ceci date un petit peu, mais ce sont sur ces bases, disons, que l'on continue à améliorer la pratique. Donc voilà pourquoi on va dire que la veille est une pratique en développement et qui surtout a besoin de s'adapter. Parce que justement, comme ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, acquis, figé et institutionnalisé, eh bien, c'est une pratique qui doit continuellement s'adapter. Elle doit s'adapter parce que justement, le monde qui est autour d'elle bouge. Et par exemple, on a quelques grands jalons, pareil, que sont par exemple le Web 2, l'apparition du Web 2. Donc une terminologie, on a essayé de dater les ères du web. Le web 2, c'est le moment à partir duquel, eh bien, vous et moi, en tant qu'internautes, on a décidé de produire des contenus et d'être moins passifs et finalement de s'emparer de tous ces outils qui font de nous désormais des contributeurs avérés, enfin disons plus ou moins savants. Donc, par exemple, ce développement des usages collaboratifs qu'a caractérisé le Web 2 oblige ou a obligé cette pratique de veille à s'adapter, parce que tout simplement, il est apparu de nouveaux contenus, des types de contenus un peu particuliers, pas très structurés, sur des supports très différents. Donc, il a fallu s'adapter en termes techniques et aussi en termes qu'est-ce qu'on allait faire de ces contenus un petit peu disparates. Et puis, un corollaire finalement au Web 2, c'est que l'internaute étant, on va dire, diligent, certes, il a compris qu'il pouvait quelque part produire du contenu. Bien, pour produire du contenu, il doit aussi faire sa veille. Et quelque part, on reboucle sur la chose. L'autonomie ou la volonté d'autonomisation modifie finalement les contours de la veille, qui avant était peut-être quelque chose d'assez réservé disons, à des professionnels un peu plus avertis. Et puis, eh bien, on a aussi d'autres contraintes tout à fait prosaïques, la disette budgétaire auquel toutes les entreprises, les organisations sont soumises, qui obligent là aussi à revoir certaines pratiques et parfois, hélas, à tailler un petit peu dans certains dispositifs. Mais on va plutôt voir ça d'un côté positif. Ça oblige la discipline à s'adapter, ça oblige les veilleurs à s'adapter, et quand quelque chose est en capacité de s'adapter, eh bien, on va dire, elle continue à vivre. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est sa nécessité. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. D'ailleurs, si elle est née,
cette discipline, c'est bien que quelque part, elle avait une utilité. On n'a pas fait du marketing juste pour en faire. Eh bien voilà, la veille, c'est à peu près pareil. Hein. Toutes les entreprises de toute taille, même la plus petite, même la start-up, a besoin de faire sa veille. Tout type d'organisation, c'est-à-dire moi-même qui suis dans une chambre de commerce, qui n'est pourtant pas une entreprise, on va dire, clairement du domaine concurrentiel, eh bien, quelque part, je fais aussi de la veille. Alors en fait, je trouve que je fais de la veille sur mon métier, les moteurs de recherche et techniques de veille, certes, mais quelque part, j'adopte, on va voir, la même méthode que celles qui sont appliquées à de la veille concurrentielle ou technologique. Hein. Donc toute organisation quelque part a besoin de faire de la veille. Des organisations très particulières comme les ONG font énormément de veille, ben, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup au contact de grand public, parce qu'elles vivent parfois beaucoup de subventions. Donc tout ça, ce sont des terrains mouvants. Et bien par exemple, ce sont des organisations qui font traditionnellement beaucoup de veille. Donc tout le monde en a besoin, ça on a bien compris. Et puis surtout, le monde économique a changé énormément depuis les années 90. Hein. Nous sommes passés à un monde un petit peu, on va dire, bipolaire, comme on dit, pour parler de façon simplifiée, à une économie extrêmement mondialisée. Avec une abolition des distances, ça c'est merci à Internet, alors merci dans le bon sens et dans le mauvais sens, bien évidemment. On est aussi face, comme on dit, à 4 ruptures. Hein. Donc on a une rupture méthodologique, ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation. Hein. On a une rupture technique, technologique, hein, Internet. Mais au-delà d'Internet, c'est surtout le numérique, puisque tout ce qui va être dématérialisation, quelque part, va aussi participer à l'abolition des distances. On a aussi affaire à une rupture quantitative. Là, c'est l'autre effet du Web 2, hein, c'est l'abondance informationnelle, voire la surabondance. Et puis, on a affaire à une rupture, comme on dit, qualitative. On est désormais dans l'économie de l'immatériel. Hein. On va dire le pouvoir n'appartient plus vraiment à celui qui produit la chose, mais il appartient plus à celui qui produit les services et la chose. Hein. Ce qui explique ces mutations économiques, ce qui explique aussi finalement la complexité de l'écosystème économique dans lequel vit une entreprise. Et justement, cette complexité oblige à être vigilant et oblige finalement à avoir quelques clés de déchiffrage et de décryptage, d'où la nécessité de faire de la veille, justement, pour pouvoir savoir comment se diriger et évoluer dans ce monde économique complexe. Donc la veille reste une nécessité, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et faire de la veille, être en veille, veiller, hein, puisqu'on conjugue le verbe désormais, eh bien, rappelons que cela fait partie, en fait, du triptyque de l'intelligence économique. Donc l'intelligence économique, dénommée ainsi par Henri Martre dans son rapport, c'est une discipline assez franco-française. Hein. Intelligence économique, je le rappelle, n'est pas une traduction de competitive intelligence, par exemple, ou de business intelligence, encore moins. Bon. Eh bien, en France, on désigne ces trois volets que sont la veille, la sécurité économique et le lobbying par, justement, ce chapeau qu'est l'intelligence économique. Donc, quelque part, la veille, c'est un petit peu le bras armé, hein, on va dire, de l'intelligence économique. Grâce à la maîtrise de l'information, eh bien, on va enclencher, finalement, une dynamique positive qui va permettre de mieux se diriger dans un monde économique encore incertain. Donc là, j'ai mentionné 2 définitions. L'une de Cyril Bouilleur, qui date de 2009, donc ça date un petit peu, mais ce qu'il dit est encore tout à fait d'actualité, de mon point de vue. Hein. L'intelligence économique, c'est la maîtrise de l'information. Alors, on ne parle pas tout à fait exactement de veille, on parle bien de maîtrise de l'information. Ça veut dire que derrière, il y a quand même une idée de gestion, il y a une idée de faire fructifier, c'est-à-dire on maîtrise la chose. Hein. Bon, c'est-à-dire savoir ce que l'on a, ce qui a de la valeur, ce qu'il faut protéger. Bon, on va dire ça, c'est un développement par rapport à la maîtrise de l'information. Alors Claude Revel, notre actuel délégué interministériel, donc Madame Claude Revel a en charge finalement la lourde mission de déployer auprès des entreprises et surtout auprès des services de l'État des démarches d'intelligence économique. Elle estime que l'intelligence économique est fondée sur le traitement professionnel de l'information ouverte. Donc ça passe par là, tout débute par là.
le traitement de l'information, la maîtrise de l'information, autrement appelée la veille. J'attire votre attention sur le fait qu'elle mentionne le terme ouverte. Alors, c'est quoi l'information ouverte ? C'est un peu la traduction de l'open source, hein, la source ouverte. Ça désigne, on va dire très globalement, le web, donc ce qui est accessible, ouvert sur le web. Donc là, on introduit une petite notion de couleur de l'information. Hein. Il est entendu que nous n'allons parler que de collecte ou de maîtrise de l'information dite blanche, hein, celle qui est accessible librement par le web. Je n'ai pas dit qu'elle est forcément gratuite, elle est accessible. Hein. Et bien sûr, on ne s'intéressera pas à l'information dite noire, puisque là, on franchit la ligne des pratiques illégales. Mais donc simplement, notons qu'elle a mentionné dans cette définition. Bon, plus globalement, vous aurez compris, hein, faire de la veille, c'est avant tout maîtriser l'information. Et on va voir finalement comment ça s'exprime, on va dire, au quotidien. Donc faire de la veille, ça veut dire élaborer, mettre en place et utiliser un système. J'insiste sur l'utilisation. On a encore trop vu de cas où on va dire, la mise en place, quelque part, s'arrêtait, ou tout du moins patinait un petit peu, hein, à la mise en place, justement, et on avait du mal d'utiliser l'information produite. C'est encore un des cas d'insuccès, finalement, de ces dispositifs à l'heure actuelle. Et donc, ce système, eh bien, il est destiné à répondre aux questionnements d'un décideur. Hein. Le monde dans lequel il vit est complexe, eh bien, on va dire, il se pose naturellement des questions pour mener à bien sa stratégie d'entreprise, eh bien, pratiquer la veille va lui apporter les réponses, sous-entendu, nécessaires à sa prise de décision. Alors, ça ne garantit pas qu'il prenne la bonne décision. Bon, on a des décideurs qui vont prendre des décisions, on va dire, hasardeuses, même avec de bonnes informations. Mais toutefois, ce qui est sûr, c'est que ne pas en faire rendra encore plus complexe la prise de décision. Donc, comme on dit, faire de la veille va diminuer le risque, justement, au niveau de cette prise de décision. Ce système, il va s'appuyer sur une méthode, donc je vais en parler après. Il va s'appuyer effectivement sur des outils, puisque nous verrons qu'à certaines étapes, des outils eh bien, sont agréables à utiliser, car ils évitent des tâches assez chronophages, on va dire, et à peu de valeur ajoutée. Mais la démarche de veille va surtout s'appuyer sur une démarche collaborative. Alors avant tout collective et aussi collaborative. On va voir que c'est une affaire d'hommes, avant tout, et une affaire de méthode. L'outil vient en support de l'ensemble, bien évidemment. Et ce système produit des connaissances actionnables. Alors là, j'ai repris le terme emprunté à Nicolas Moinet, donc un auteur actuel qui est à l'Icomtech hein, et qui produit plusieurs ouvrages sur l'intelligence économique. J'ai repris ce terme connaissance actionnable parce que justement, ça matérialise l'objectif finalement du dispositif de veille, le tout n'étant pas juste de produire des connaissances nouvelles, mais des connaissances qui induisent une action, donc ce qu'il appelle lui des connaissances actionnables. Alors, justement, pourquoi veiller, ou disons, quel est l'objectif ancestral ou initial de la veille? Eh bien, on va dire que dans le concept, la veille vient rassurer, supporter, réassurer la stratégie de l'entreprise. C'est l'objectif du plus haut niveau, entre guillemets, hein, surtout si on est au niveau du concept. Ceci étant, cette démarche peut se décliner, entre guillemets, à tous les étages de l'entreprise. Et on peut souhaiter, finalement, entreprendre, on va dire, une démarche de veille, on va dire complète, même pour assurer la bonne vie ou la bonne fin d'un projet. Par exemple, mettons un produit innovant, ou améliorer un produit, changer son emballage. Ça peut, à lui seul, suffire pour enclencher, on va dire, une démarche de veille telle que je vais la présenter après. Et puis tout simplement, on peut avoir l'ambition d'être plus intelligent le soir en s'endormant et vouloir faire de la veille pour soi. Puisque de plus en plus les métiers évoluent, on est tous confrontés à une numérisation des métiers, et bien par exemple, ça peut faire en soi l'objet d'une veille. Donc, pareil, même si c'est juste de la veille pour soi, eh bien on appliquera quelque part les mêmes techniques, et puis on aura la même ambition, produire du renseignement.
Donc là, j'emploie bien les termes produire et le terme renseignement. Produire, tout simplement parce qu'on va produire quelque chose de nouveau. Alors, on ne va pas reprendre des choses et les agréger ensemble et par magie, ça fait quelque chose de nouveau. Non, il y a bien une alchimie là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a comme une analyse, une contextualisation et on produit quelque chose de nouveau. C'est ça qui, justement, rapporté à un décideur, va l'éclairer dans sa décision. Hein. Et puis, on produit du renseignement. Alors, c'est vrai que ce terme peut avoir une connotation un petit peu, voilà, renseignement sous le manteau, un truc pas très clair, pas du tout. Au sens étymologique du terme, renseigner signifie re-enseigner. Donc, redonner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. C'est tout à fait l'ambition. Hein. On veut donner au décideur quelque chose qu'il n'a pas, ce qui va lui permettre de prendre sa décision. Hein. Donc, désormais, on va employer le mot renseignement dans son vrai sens, hein, et n'ayons pas peur, faire de la veille, ça permet de produire du renseignement. Alors, évidemment, ça permet aussi d'alerter. On représente souvent cette fonction de veille par un phare, une vigie, une longue vue, d'ailleurs je l'ai mise. Hein. On va dire par association à l'idée de faire de la veille va permettre de détecter, comme on dit, un signal faible, une opportunité ou une menace. Soit, mais sur le fond, c'est toujours de la production de renseignements que ça va occasionner. Hein. Alors, là, ça permet simplement d'introduire la petite notion. Hein, on peut faire aussi, on a aussi une terminologie qui dit on est plutôt dans l'offensif ou du défensif. Eh bien, là, c'est en rapport justement avec l'idée d'opportunité et de menace. C'est sûr que si on fait face à une menace, on va être plutôt dans des actions qui vont contrecarrer cette menace, donc sur le registre du défensif. À l'inverse, pour l'opportunité, on va être plutôt dans l'offensif. Ceci étant, pour moi, la veille est toujours offensive, puisqu'on va toujours de l'avant. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est le temps d'avance par rapport aux concurrents, par rapport aux clients, et ainsi de suite. Donc voilà les objectifs, on va dire, généraux de la veille. Alors, la veille, bien sûr, hein, on sait que ça peut se décliner, comme j'ai dit, à tous les étages. Voilà tout un tas de terminologies autour de la veille. Eh bien, on va dire la veille la plus naturelle, c'est la veille stratégique, celle qui vient directement en rapport avec la stratégie de l'entreprise. Ensuite, on peut parler de veille concurrentielle, commerciale, technologique, sociétale. Alors ça, ce sont trois termes que j'ai mis en italique parce qu'en fait, voilà, ça répond en fait à une analyse de l'économiste Porter. Donc Porter a émis, on va dire, un modèle économique par lequel une entreprise est soumise à des forces. Hein, et c'est l'interaction de ces forces qui fait qu'elle est obligée d'être en mouvement. Pour survivre. Hein. Et bien en fait, à chacune de ces forces, on peut associer finalement une veille. Et donc, on a une partie assez verticale de veille concurrentielle où on va chercher, par exemple, des produits, surveiller des produits de substitution, à surveiller des nouveaux entrants sur un marché. Et puis, on a une partie de veille commerciale où là, pour le coup, on va observer plutôt des clients ou des fournisseurs. Et puis, on a une partie technologie. Bah oui, l'arrivée d'une nouvelle technologie, la mort d'une technologie. Hein. Et puis, on a un dernier type de veille, la veille sociétale. Alors ça, c'est justement, on va dire, le poids croissant de la société civile. Hein, par exemple, vous savez tous, le Nutella fait même des campagnes de pub en expliquant que dans le Nutella, il y a de l'huile de palme, issus de forêts correctement gérées et ainsi de suite. Ben oui, puisque maintenant on n'aime plus l'huile de palme. On a compris qu'à cause de la déforestation, pour planter ces fameux palmiers qui produisent l'huile, ben, le orang-outan, il n'a plus de place dans sa forêt vierge. Donc ça, c'est un message qui est bien passé. Hein. Il est passé grâce à des ONG. Et puis finalement, quelque part, il a son effet. La ménagère de moins de 50 ans ou plus de 50 ans regarde s'il y a de l'huile de palme dans le produit. Ensuite, elle prend une décision, mais quelque part, c'est un fait, quoi. Hein. Et ça, c'est pas du fait d'un fabricant ou du fait, d'une action, on va dire, plus consumériste. C'est la société civile. À un moment donné, il y a des prises de conscience. Hein. Pareil pour les enjeux environnementaux. Désormais, on est sensible à la verditude, enfin, au degré de verditude d'une matière, d'une technique. Voilà.
Donc, ce type de veille sociétale, ce qui se passe en dehors quelque part du monde économique, mais qui influe quand même sur le monde économique, eh bien, devient en soi un sujet de veille, parce que l'ignorer, eh bien, est une cause parfois d'échec commercial. Et puis on a cette veille réputation, bien sûr, qui elle a comme finalité justement d'ajuster une communication, de faire valoir une notoriété, un produit, donc un type de veille assez particulier. Et puis on pourrait encore en ajouter à la liste, parce que finalement, peu importe l'objet quelque part qu'on observe, l'objectif étant avant tout de réduire la part d'incertitude autour justement de cet objet, le mécanisme sera le même, la démarche à appliquer sera la même, simplement l'objet observé sera différent et on va dire la finalité dans les actions sera adaptée. Mais en gros, on fera la même chose. Donc moi je pars du principe que limiter la veille à, on va dire, une sphère particulière est un risque en soi, puisque on peut avoir quand même des porosités importantes et quelque part intéressantes. Par exemple, si on focalise un petit peu sur la veille technologique, donc la veille technologique, c'est quelque chose d'assez classique. Ça fait de nombreuses années qu'on fait de la veille technologique. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas de figure? On observe effectivement des brevets, des publications scientifiques, des choses assez... bon, c'est pas très sexy en soi, disons-le. Cependant, dans un brevet, certes, on va voir la description de la chose brevetée, un objet particulier, un processus technique, mais on va pouvoir par exemple aussi découvrir qui l'a fait, l'auteur, l'entreprise, si ça a été fait en collaboration avec une autre entreprise, avec un laboratoire. Donc on va quand même identifier par exemple des compétences clés, puisque si l'auteur du brevet, s'il a déposé le brevet, il possède forcément la compétence technique pour le faire. Donc quelque part, même observer un brevet qui, on va dire, dans sa finalité originelle, eh bien, est d'observer une technologie, son évolution et son degré de maturité, on va quand même pouvoir en déduire d'autres éléments tout aussi intéressants. Bien sûr, la finalité première, c'est alimenter une réflexion en termes de recherche et développement. On est bien d'accord, mais on a des finalités secondaires qui peuvent être quand même très intéressantes. Alors, j'ai un autre exemple, pareil pour la veille commerciale. Donc traditionnellement, veille commerciale, on va observer un comportement de fournisseurs, des comportements de clients, donc des comportements d'achat, des envies d'achat. Pour les fournisseurs, on va se prévaloir, on va dire, de leur capacité à fournir, puisque si le fournisseur ne fournit plus, eh bien, quelque part, la machine s'arrête. Cependant, pareil, la veille commerciale, comme elle va observer des comportements, eh bien, elle va permettre d'ajuster le profil des compétences de force de vente. Comme je le disais, actuellement, on est assez regardant sur l'origine d'une matière. Est-ce que c'est, par exemple, dans les matelas, est-ce que la mousse est totalement artificielle ou est-ce que c'est quelque chose de recyclé, voire quelque chose entièrement naturel? C'est un argument qui est porteur désormais. Donc, il faut savoir le mettre en avant. Et pour faire ça, il faut avoir détecté en fait que c'était une préoccupation et il faut avoir formé quelque part son personnel pour pouvoir développer l'argument qui va bien. Donc la veille commerciale centrée plutôt sur l'adaptation de la stratégie commerciale. Classiquement, on va benchmarker ce qui se fait de bien, les bons produits, puis on va essayer de recopier la chose en l'améliorant, et bien peut avoir, on va dire, des objectifs annexes tout à fait intéressants. Donc, on va dire, il y a tellement de porosité entre toutes ces veilles que déjà pratiquer la veille de manière générale nous permettra finalement de prendre les objectifs les uns après les autres et de les traiter. Quelque part, à moins d'être vraiment confiné quelque part dans un service de R&D, par exemple, d'une très grosse entreprise, il y a fort à parier que n'importe quel veilleur dans une entreprise, on va dire de taille moyenne, fasse de la veille, entre guillemets, un petit peu tous azimuts. Il appliquera toujours la même méthode et quelque part, c'est pareil, la veille change, les sujets de veille vont changer puisque les objectifs vont évoluer. On va plutôt retenir cette notion de mouvement. Alors, justement, pourquoi est-ce que ça marche à tous les coups? Eh bien, parce qu'on va s'appuyer sur
une méthode qui, elle, n'est pas propre à une thématique, hein. Donc on va appliquer ce qu'on appelle le cycle de la veille, ou appelé aussi le cycle du renseignement, parce que tout simplement, c'est quelque chose, une technique hein, de traitement de l'information qui nous vient du monde des militaires. Donc ça a été largement simplifié, hein. Là, je vous montre un cycle de la veille qui est en 4 étapes. On va dire c'est le minimum obligatoire pour que cela ressemble à quelque chose, hein. Alors, c'est un cycle, c'est-à-dire que les étapes doivent s'enchaîner dans l'ordre où elles sont mentionnées. Et le début du cycle, eh bien, c'est l'expression du besoin, savoir sur quoi on doit veiller. Donc, le cycle s'enclenche à partir de cette première étape. On passe ensuite à l'activité ou l'action de sourcing, savoir où chercher dans un premier temps, puis on va s'attaquer à aller chercher la collecte, l'analyse, le tri, ce qui va avec, hein, pour ensuite passer à la diffusion, puisque cette démarche, elle a une vocation, elle est très tournée besoin du client final, hein, on va vers le client final, c'est-à-dire le décideur. On lui demande ce dont il a besoin, mais le produit qui va lui être livré, ce n'est pas exactement ce dont il a besoin. Ça va être quelque chose, justement, une connaissance un peu plus travaillée. Mais retenez que c'est une notion de cycle, parce que tout simplement, une fois qu'on a livré quelque part le livrable de veille, ça peut occasionner ou ouvrir d'autres questionnements, et hop, on repart sur une notion de cycle. La notion de cycle s'explique aussi par le fait que, à l'étape de collecte, on verra, c'est là qu'on peut introduire une notion de surveillance, c'est-à-dire il y a des outils qui vont permettre justement d'assurer un flux d'informations, c'est-à-dire qu'on a un flux en continu qu'il faut perpétuellement gérer ou traiter. Voilà aussi cette notion de cycle. Retenez simplement, il y a un cycle, il faut faire les choses dans l'ordre, sinon ça ne va pas. Et puis surtout, il faut commencer par le début. Alors, on a, par le passé, vu souvent des choses qui n'aboutissaient pas bien, puisque, par exemple, on commence par collecter. On commence par, on va dire, aller prendre là où il y a des choses qu'on a vues, sans vraiment se préoccuper de quel besoin ça va couvrir, ou finalement, est-ce que c'est un besoin. Donc là, ce sont des causes d'insuccès, parfois, où, disons, on tombe à côté. Bon, surtout, on perd du temps. Donc, on ne sert pas la discipline puisqu'on n'est pas très efficace. Donc, le cycle, ça va servir à assurer l'ensemble, quelque part, ça va servir à rassurer. À ce cycle, finalement, on ajoute 2 éléments de toute gestion de projet, un planning. Savoir, une fois qu'on a bien circonscrit un besoin, eh bien, il faut 2 semaines pour arriver à un livrable, par exemple. Pareil, c'est quelque part une obligation dans le traitement de l'information, il faut quand même jalonner, hein. Sinon on peut dire on part dans des limbes et on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira. C'est parfois ce qui arrive si on reste un peu bloqué sur l'une de ces étapes. Et on y associera aussi ce qu'on appelle un plan de veille, c'est une sorte de tableau de bord où justement on pourra retrouver par exemple toutes les sources qui sont activées pour répondre à tel besoin. On verra qu'une source, ça peut être une personne ressource par exemple. Donc cette sorte de tableau de bord va permettre justement une certaine matérialité à la chose et va surtout permettre une durée dans le temps. On établit quelque chose auquel on peut se référer. Alors on va passer en revue les étapes, on va dire sommairement, hein. La première, exprimer, formaliser un besoin en information. Donc là, ça, c'est une étape, il n'y a pas d'outil, hein, c'est une étape où le veilleur est face au décideur. Et il doit lui faire exprimer son besoin. Donc, exprimer un besoin, évidemment, on va s'appuyer sur un questionnement, et puis on va essayer d'aboutir à qu'est-ce que le décideur sait déjà, ou qu'est-ce qu'il doit savoir qu'il ne sait pas encore. Donc là, on a toujours 2 axes pour travailler. Essayer de trouver ce qui est déjà connu dans l'entreprise, soit de lui-même, soit d'autres personnes. On touche un petit peu au management des connaissances. C'est pas non plus quelque chose qui est gagné d'avance, hein. Faire parler les gens. Beaucoup estiment que ce qu'ils connaissent n'intéresse personne. Ils ne voient pas l'intérêt finalement de mettre en avant, par exemple, d'anciennes missions chez un concurrent.
Oui, pourquoi? C'était il y a longtemps, ça n'intéresse personne, je ne les connais plus. Ben si, même il y a 10 ans, il y a certainement encore des gens qui sont dans cette entreprise et déjà donner ces premiers renseignements pourrait éclairer sur une organisation, quelque chose d'assez typique dans l'entreprise, par exemple. Hein. Donc voilà, à cette étape, il va déjà falloir savoir ce qui est déjà connu pour ensuite estimer, formaliser ce qui n'est pas connu et donc ce qui signifie ce qui est à trouver. Hein. Donc, par exemple, si on reprend cette idée de faire une monographie sur un concurrent, eh bien, on peut dire, voilà, on connaît déjà quelques éléments puisque, justement, on a un stagiaire qui était, il y a 2 ans, stagiaire chez ce concurrent. Il connaît de façon assez précise le fonctionnement du service commercial. Voilà, on va déjà lui poser tout un tas de questions. Il répondra comme il peut, comme il se souvient. Et puis, non, il nous faut quand même absolument connaître toute sa gamme de produits. Il nous faut aussi savoir où est-ce qu'il fabrique, où sont implantées ses usines, par exemple. C'est-à-dire, ils mettent une liste de souhaits et ça va devenir ce fameux besoin en information. Et là, on va s'astreindre à le formaliser, c'est-à-dire à faire une liste, pratiquement une espèce de liste de courses, quoi. Après, ce qu'il faut éviter, c'est vouloir tout savoir sur tout. Alors évidemment, ça c'est la réponse classique du décideur qui a peut-être pas trop envie de se poser vraiment la question. Et moi je veux tout savoir sur mon marché. Ok, c'est un bon début, mais quelque part c'est pas assez signifiant. Hein. Tout savoir sur mon marché, c'est quoi vraiment le marché, et puis c'est quoi tout savoir. C'est là qu'il faut avoir suffisamment d'empathie pour reposer la question jusqu'au moment où ce tout savoir va se matérialiser en une succession d'éléments. Hein. Et puis, on a parfois un autre écueil, c'est viser ce qu'on dit l'exhaustivité. On estime que la loi de Pareto s'applique, 80% des informations vous seront utiles, c'est pas la peine forcément de vouloir viser l'exhaustivité, surtout qu'en matière, on va dire, d'information, d'immatériel à ce point, ça reste un leurre, on n'a jamais l'exhaustivité et on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'une décision peut déjà largement s'éclairer avec quelques informations. Mais c'est plus, quelque part, un comportement humain qui fait que on va vouloir absolument viser cette exhaustivité. Donc la tâche du veilleur, ça va aussi d'être de rassurer pour dire que on va peut-être déjà commencer comme ça et après on verra si on ajoute. Voilà. Là, il faut un peu de psychologie pour passer, on va dire, outre cet écueil. Donc une fois qu'on a formalisé le besoin, on sait ce qu'il faut qu'on cherche, voilà. Et on va s'intéresser à savoir où le chercher, comment le chercher. Eh bien, parce que là, on rentre bien dans les difficultés de ce monde du web un petit peu mouvant. Hein. On est face quand même à une surabondance d'informations, donc il y a une difficulté par rapport au temps nécessaire. Hein. Alors, le volume, et l'élément associé, c'est l'hétérogénéité. Tout diffère entre un tweet qui fait 140 caractères et puis une page web. Et pourtant, ce sont quelque part 2 objets qui peuvent être surveillés et 2 éléments qui vont être producteurs d'informations et qu'il va falloir à un moment donné surveiller. Et puis, surtout, on est face aussi à une sorte d'illusion de facilité d'accès. Hein. Alors ça, c'est merci au moteur de type Google. Hein. Et on perd un peu la notion de technicité par rapport à l'accès à l'information. Quand on creuse un petit peu, justement, aller rechercher des tweets, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, Google n'est pas très bien équipé pour faire ça. On prendra un moteur, un vrai, qui cherche bien les tweets. Et puis, il y a tout un tas d'autres tactiques qu'on va utiliser parce qu'un moteur n'est pas efficace, efficient du tout, pour chercher des choses. Et puis, c'est là qu'on va revenir quand même au Web 2, puis à son intérêt, parce que tout n'est pas négatif dans la chose. Hein. On dira merci aux sites d'archives ouvertes, qui nous évite
tout ce qui est publication scientifique payante. On dira merci aussi aux sites de curation. Alors, vous avez peut-être tous des Scoopit ou des choses qui y ressemblent. Alors, il y en a des très mauvais, puis il y en a des très bons, c'est pareil. Donc, le tout sera de faire un tri. Mais on a de l'information de qualité qui est à disposition, pour autant qu'on sache aller la chercher et justement qu'on sache finalement se diriger sur le web. Ceci étant, il n'y a pas que sur le web qu'on va trouver l'information, hein. On pensera forcément aussi à aller chercher dans la vraie vie, in real life, parce que on peut avoir tout simplement recours à une personne, comme on dit une personne ressource, mettons un expert du domaine. Quand on est on appartient par exemple à un syndicat professionnel, on fait partie d'une corporation par exemple, eh bien on a peut-être à disposition des compétences par exemple juridiques ou des compétences autres qu'il suffira d'aller chercher, et pour ça il faut téléphoner à quelqu'un par exemple. Donc là, le savoir où et comment chercher l'information va se résumer à savoir quel est le bon contact à activer. C'est aussi une manière d'aller chercher de l'information. Pour le coup, quelque part, ça va résoudre bien des problèmes, puisque la personne étant une source, comme on dit, peut-être un peu plus fiable que le site web ou le blog qu'on aurait trouvé, comme on dit, par hasard, enfin bon, suite à une technique, quoi, hein. Et puis va nous permettre finalement peut-être d'enrichir encore la connaissance, puisque avoir affaire à une personne, c'est quand même plus pratique que d'avoir affaire à une page web, on va dire, un peu sèche, quoi, hein. Donc à cette étape, c'est là que le professionnalisme du veilleur fera son œuvre, hein, justement pour toutes ces techniques de recherche ou ces tactiques de recherche, hein. Et puis aussi, on a tout cet aspect de validation d'une source, hein. Puisque, certes, sur le web, tout le monde est producteur de contenu, donc il faut, à un moment donné, s'intéresser à qui produit, qui est l'auteur, d'où ça sort, d'où ça vient, pour être sûr de capitaliser correctement une information. Et même si c'est à la limite une information polémique, on peut choisir de la prendre en compte parce que, par exemple, on décide justement dans tout ce qui est veille e-réputation, d'avoir, on va dire, toutes les tonalités du message. Donc on prendra même des choses, on va dire, peut-être très, très dégradantes, à la limite, mais on le fera en connaissance de cause. Donc c'est aussi à cette étape qu'on va s'intéresser à la validation d'une source, de manière générale. Et une fois validée, disons quelque part, elle atterrira dans un corpus de sources qu'on ira activer au besoin. Et justement, le besoin, c'est à la troisième étape. On aura forcément l'aspect technique, on va dire, de collecte, hein. Donc c'est là qu'on va finalement avoir la partie d'outils la plus importante, hein, puisque justement c'est là qu'on aura des dispositifs de veille, des outils de veille qui vont alléger la charge de la surveillance notamment, ou de la collecte. Bon, c'est là aussi qu'on va se poser la question d'assurer un flux d'informations. Comme j'ai déjà évoqué, par exemple, on peut estimer que collecter une information, ça va être tout simple. Il va suffire d'appeler une telle ou telle personne dans une organisation bien précise et lui poser la question. C'est un mode de collecte assez confortable. Bon, et finalement, il n'y a pas besoin d'une surveillance. Chaque fois qu'on a besoin, on rappelle la même personne, hein. On peut aussi, par exemple, estimer qu'on n'a pas toujours besoin, quelque part, d'avoir une surveillance, on va dire, automatique, et qu'on peut simplement se référer à une source en particulier, aller la consulter chaque fois qu'on a besoin, et puis c'est tout. Et puis, dans tous les autres cas, on dira qu'il faut assurer un flux d'informations. Ça veut dire, par exemple, faire une veille sur de la presse. Là, on ne sait pas ce qui va produire, on ne sait pas ce qui va arriver comme article. Donc, on est obligé d'installer une surveillance, hein. Eh bien, c'est là qu'on aura l'arrivée de l'outil, hein. Alors, on va dire, le niveau 0 justement, du dispositif de veille, ça va être un lecteur de flux RSS et des alertes, hein. Alors, des Google Alerts ou autre chose, hein, peut-être un peu plus sophistiqué, mais en tout état de cause, on va surveiller principalement du web et puis principalement à l'aide de choses déjà prédéfinies, comme le flux RSS. Ensuite, on peut améliorer la chose en associant des outils de filtrage, puisque c'est ça la difficulté, hein, c'est pas trouver, enfin c'est pas chercher, c'est surtout filtrer.
il y a beaucoup de choses, donc c'est le filtre qui va être le nerf de la guerre pour avoir une situation à peu près vivable. Et puis justement, c'est là qu'on va voir dans un niveau 2, entre guillemets, des plateformes, comme on dit, intégrées, qui font et de la collecte et du tri, qui vont aussi faire du stockage, et puis même qui vont permettre quelque part une mise à disposition un peu plus agréable. Tout ça, évidemment, dans un registre de prix qui va de 0 à un certain montant, bien évidemment. Mais c'est à cette étape qu'on verra apparaître le plus d'outils. Et finalement, il y a à peu près qu'à cette étape qu'on les verra apparaître. Ceci étant, l'outil va résoudre le problème de la collecte, un peu de filtrage, un peu de stockage, mais par contre, le tri, la vérification, le recoupement, la contextualisation, là, il n'y a pas d'outil, à part le cerveau humain. Et c'est justement à cette étape qu'on va produire, qu'on va transformer une donnée en une connaissance, justement en la contextualisant, par exemple. Alors, un exemple, quelque part dans le flux d'informations, on trouve un article dans une presse locale qui dit que le directeur commercial de l'entreprise du Schmoll, qui justement se trouve être un concurrent, a quitté l'entreprise et s'est embarqué dans un nouveau projet. Et c'est en fait l'objet de l'article, c'est justement ce nouveau projet. Bien. Quelque part, c'est une information qui tombe, on va dire, dans le filet de la collecte, puisque le nom du concurrent est cité, mais il va falloir recontextualiser ceci. Peut-être finalement, on savait déjà qu'il y avait un conflit, on va dire, larvé entre ce directeur commercial et le dirigeant de l'entreprise Tartampion. Eh bien, voilà, contextualiser, ça va signifier... Eh bien, on met bout à bout ces deux informations-là et on en conclut que, eh bien, justement, le conflit a abouti, le directeur commercial est parti et il y en a certainement un nouveau qui va arriver, ce qui veut dire qu'on est susceptible d'être confronté à une nouvelle stratégie de l'entreprise Tartampion, puisque on ne connaît pas encore les nouvelles intentions de ce directeur commercial. Donc, tout ça va se faire en associant des connaissances. Le veilleur, dans cette optique, va certainement avoir recours à des experts en interne, puisque lui ne connaît pas tout non plus. Donc, cette étape d'analyse, pour arriver finalement à produire quelque chose de nouveau, eh bien, elle va à nouveau associer des personnes dans l'entreprise, voire des personnes à l'extérieur de l'entreprise. Si on fait de la veille technologique, on aura peut-être recours à un expert métier pour avoir un éclairage précis sur... est-ce que cette technologie peut vraiment aboutir, oui ou non, par exemple. Donc, beaucoup d'outils à cette étape, mais pas que. Et surtout, on a cette alchimie qui prend à ce moment-là une donnée brute, replacée dans un contexte, devient une connaissance, et puis on va voir à quel moment elle va être actionnable. Donc, on va dire la dernière étape, celle qui va permettre de boucler, eh bien, c'est justement le rendu, la rediffusion de la réponse aux besoins aux décideurs, qui va devoir exploiter finalement ce qu'on lui donne. Donc là, cette étape, elle se caractérise avant tout par la forme du livrable. Donc là, il n'y a pas de règle, il y a surtout tout un tas de possibilités. Là encore, c'est pareil, on va dire le niveau 0 du livrable, on va dire le minimum, une fois qu'on est arrivé là, le minimum serait quand même de faire au moins ce qu'on appelle une revue de presse ou un panorama, c'est-à-dire qu'on a comme sujet de veille 3 concurrents, et bien peut-être toutes les semaines ou tous les mois, et bien on fait une collection d'articles ou avec des résumés ou juste un chapeau, quelque chose comme ça, avec un minimum de rubricage, et puis on communique ça via email ou sur un intranet, et les personnes qui en ont besoin en prennent connaissance. On va dire ça, c'est franchement le niveau 0, il n'y a pas spécialement de mise en forme, il n'y a pas spécialement d'analyse poussée, et puis surtout on n'a pas vraiment ciblé le destinataire, entre guillemets l'usager. On peut en fait faire une toute autre forme, dire que finalement l'objectif de la veille, puisque c'est de la veille technologique, eh bien on s'est fixé comme objectif de livrable de faire un bookmark avec toutes sortes de sources qui parlent justement de la mise en œuvre de cette nouvelle technologie. Et on s'astreint à avoir des panels de sources assez diversifiés. Là, ça peut être un livrable de veille. Et on utilisera un outil de bookmarking très classique, un Digo ou un Delicious, et c'est tout. Voilà, là, pareil, il n'y a pas d'analyse, mais disons, on a convenu ça
dans un premier temps, et puis le livrable, il est remis à jour au fil de l'eau, et il est toujours disponible, on va dire, sur l'outil. Après, on peut imaginer des tas de choses. Hein. On peut imaginer la compilation, l'agrégation de données. Là, on y met une phase de synthèse, comme celle qu'on a appris à l'école. Hein. Synthétiser des informations, en faire un résumé, un condensé. Et on peut imaginer des mises à disposition qui soient de l'ordre de... on a un réseau social d'entreprise, eh bien, on a fait des rubriques, ou on a fait des communautés, eh bien, on alimente ce réseau social d'entreprise avec ses contenus. Ou alors on a fait un wiki, ou alors non, rien du tout. Tout ça se débat en réunion d'équipe une fois par semaine. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'outil non plus, si ce n'est quelque part un support à un moment donné. Hein. Il y a surtout finalement un accord entre quelque part le veilleur et le décideur. Cet accord, il est intervenu quelque part dès l'expression du besoin, hein, et il se matérialise à ce moment-là. L'objectif, c'est que justement ce qui soit mis à disposition soit exploité et qu'il y ait une action derrière. Donc là aussi, si au début on avait tendance, parce qu'on est toujours un peu boulimique là-dedans, on veut toujours avoir beaucoup, on espère que le mieux sera forcément le mieux. Ben là, le mieux est l'ennemi du bien. Hein, et finalement, même si la diffusion porte sur peu d'éléments, quelque part, pas grand-chose à diffuser, ça peut être très largement suffisant. Puisque il y a peut-être dans certaines structures, on n'a pas forcément le temps d'exploiter tout ça. Donc autant, quelque part, jauger correctement son besoin en fonction justement de ce qui est, quelque part, absorbable, entre guillemets, par l'ensemble de on va dire, de la communauté de l'entreprise. Hein. Voilà, donc ça, c'est la méthode. Et ceci étant, tout ce système repose quand même sur l'humain et de l'organisation. Hein. On a vu, je vous ai parlé d'outils à une seule étape. Tout le restant, finalement, ça met en avant déjà une culture de l'information, hein, puisque savoir, par exemple, exprimer un besoin, dire ce dont on a besoin et l'exprimer en termes d'informations manquantes, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement évident à faire. Hein. Donc, il faut approcher cette notion-là. C'est quoi une information, hein. Et puis, on a aussi d'autres... quand on parle de culture d'information, on va aussi, par exemple, s'intéresser au niveau d'exposition de certaines personnes par rapport à l'information. Vous comprendrez aisément que des commerciaux qui sont tous les jours sur le terrain, ils sont au contact d'informations de façon quotidienne et récurrente, puisqu'ils rencontrent par exemple des confrères d'autres entreprises. Ils peuvent rencontrer d'anciens collègues, ils rencontrent des clients. Donc avec ces clients, ils discutent. Et parfois, avec un client, on partage plusieurs fournisseurs. Enfin, autour d'un microcosme comme ça, des informations s'échangent de manière tout à fait naturelle. Hein. Et par exemple, ces gens-là qui sont fortement en contact de l'information, eh bien, sont des capteurs intéressants. Et il faut qu'ils aient le réflexe, justement, une fois de retour dans l'entreprise, comme on dit, eh bien, de rediffuser ces éléments, soit de les déposer quelque part, c'est ce qu'on appelle les rapports d'étonnement, hein, soit d'en faire profiter, là c'est pareil, des collègues avec un système qu'on aura établi par avance. Hein. Donc, cette culture de l'information, c'est aussi, ça va, disons, impacter ces pratiques. Hein, on ne fait pas de la veille tout seul, même quand on fait de la veille pour soi, on ne la fait pas forcément tout seul, c'est une aberration. Hein. Ces pratiques de veille reposent forcément sur du collectif et du collaboratif, puisqu'à un moment donné, on va agréger des informations venant de plusieurs sources et on va chercher à les enrichir. Hein. Donc, c'est pareil. Plus la pratique collaborative est ancrée dans l'entreprise, mieux ça va aller et plus vite, finalement, on arrivera à produire. Ceci étant, on s'appuie aussi sur des compétences particulières du veilleur. Certes, il y a des compétences techniques, hein, les outils, les sources, savoir comment circule l'information. Donc ça, c'est, on va dire, des compétences métiers. Hein. Mais le veilleur a aussi des savoir-être bien particuliers. Vous imaginez bien que pour faire parler un décideur, il faut avoir une certaine empathie, une certaine discrétion, être à l'écoute, pas poser 36 000 fois la même question. Enfin, bref, il faut aussi être vigilant
réagir quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, demander des explications, mais on va dire de façon posée. Hein. Il faut être aussi ouvert à la nouveauté, puisque tous les sujets sont nouveaux. Hein. Si on est, on va dire, plutôt spécialisé en veille, on n'est pas forcément spécialisé en technique de ceci ou sur on va dire, des techniques commerciales, par exemple. Hein. Donc il faut une certaine agilité, entre guillemets. Bien sûr, il faut savoir communiquer, transmettre, puisque le veilleur en soi est aussi un passeur d'informations. Donc voilà, hein, la veille, faire de la veille, ça repose aussi sur de l'humain à différentes étapes. C'est plus ou moins primordial, mais dans la première et la dernière étape, c'est absolument d'ailleurs nécessaire. Et justement, cette organisation, c'est un des grands, on va dire, des grands mouvements hein, dans la maturation de la veille ou des démarches de veille. Et bien dans l'organisation, on voit désormais un phénomène de mutation, entre guillemets. Traditionnellement, on parlait de cellules de veille, services de veille. Hein. Donc la cellule de veille, parfois, elle était réduite à une personne, hein, le veilleur. Hein. Bon, ça avait quand même un intérêt, quelque part, c'est que des compétences étaient concentrées sur une personne. Ils pouvaient ainsi industrialiser des demandes, des démarches. Hein. Et disons rendre plus stable l'ensemble. Ceci étant, il s'appuyait forcément en interne sur d'autres, justement ces fameux collecteurs d'informations, les gens qui sont au contact, hein, mais il y avait une certaine centralisation de la chose, du dispositif, et le veilleur était plutôt un animateur. Là, désormais, on voit une évolution où, justement, suite à différents éléments, hein, tout à chacun se veut finalement acteur dans son domaine d'activité. Et puis, il y a un contexte chronique hein, de réduction budgétaire. Eh bien, on se dirige plutôt vers des missions de veille dites distribuées. C'est-à-dire que plusieurs collaborateurs, ou même chaque collaborateur, va se voir astreint à, quelque part, une veille, ou un axe de veille, ou bref, un champ de veille. Et là, en fait, tout le monde va devenir veilleur. Alors, ça peut se faire aussi, il n'y a pas d'organisation meilleure l'une que l'autre, mais là aussi, disons, certes, dans certains cas, c'est suite à une volonté interne, les gens souhaitent être autonomes, donc ils veulent aussi être autonomes dans leur veille, mais ça nécessite forcément des transferts de compétences, hein, vous l'avez vu, dans les aspects un peu techniques d'accès à des sources, ou justement même d'identification de sources. Eh bien, cette fois-ci, le veilleur, il va devenir plus un accompagnateur et il va surtout être là pour diffuser des bonnes pratiques. Quelque part, il va moins produire, il va plutôt assurer la production. Et ainsi, eh bien, on pourrait tous devenir quelque part veilleurs en entreprise. Ceci dit, on va rappeler quelques facteurs clés de succès pour que la démarche, on va dire, soit efficace, voire efficiente. Hein. Il ne faut pas voir trop grand dès le début, hein, puisque vous avez vu, il y a quand même un enclenchement de tout un cycle. Il y a plusieurs personnes qui interviennent. Si une étape capote, ça fait capoter l'ensemble. Donc, on préconise quand même de commencer, comme on dit, petit et d'y aller par cercle concentrique. L'objectif de commencer petit, c'est finalement d'assurer une bonne fin, puisque ces démarches de veille étant quand même encore toujours en évolution et en professionnalisation, on hésite quand même toujours à investir de façon importante là-dessus. Et donc, pareil, on va dire, la preuve va se faire par l'exemple. Non, plus vite vous réussirez un projet de veille abouti, finalement, plus vite vous assurerez finalement la suite. Hein. Donc, on essaie de commencer petit, finalement, pour finir rapidement et pouvoir boucler l'ensemble de façon agréable et pertinente, surtout. Hein. Ensuite, il faut forcément entretenir la confiance entre tous ces décideurs et les veilleurs, ou entre toutes les personnes qui participent à la démarche, entretenir la confiance dans la qualité
puisqu'il peut quand même paraître un peu hasardeux pour certains, hein, de transformer, on va dire, une simple donnée trouvée, entre guillemets, au hasard d'une page web en une connaissance qui va servir à asseoir une décision stratégique. Quelque part, certains estiment que c'est un peu limite. Eh bien, non, finalement, puisqu'on voit que ça correspond à un processus. Cette donnée, elle n'est pas collectée au hasard, ensuite elle est enrichie, elle est forcément recoupée à un moment donné, donc elle est valide et elle est très pertinente. Mais ce n'est pas quelque chose qui est acquis au départ, donc il faut justement entretenir cette confiance. Hein. On parle souvent du couple décideur-veilleur, on emploie le terme couple, parce qu'il doit y avoir une certaine connivence entre les personnes. Et puis, on se doit de toujours rechercher la valeur ajoutée, de toujours être dans l'amélioration continue. Hein. C'est comme les démarches qualité, hein. Et il faut toujours chercher à progresser. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire très naturellement par rapport, par exemple, au sourcing, ou par rapport aux techniques, ou par rapport aux outils. Mais il ne faudra pas non plus oublier de le faire par rapport aux livrables. Si on ambitionne de passer d'un simple bookmarking à des synthèses, eh bien, il y aura peut-être une phase d'adaptation. Il va falloir finalement travailler aussi le livrable. Mais c'est très important puisque finalement, c'est le seul résultat de toute la démarche. Hein. Le produit fini est parfois assez résumé, hein, et donc il faut absolument travailler la chose. Hein. On n'insistera jamais assez sur, par exemple, l'intérêt d'une infographie plutôt qu'un grand texte. L'intérêt de mise en situation, d'exemples, de cas pratiques, plutôt on va dire, un long énoncé d'action. Voilà. À ces facteurs clés de succès, on va ajouter des facteurs clés assez classiques en termes on va dire, de management du changement, hein, ou de conduite du changement. Hein. Avec un soutien managérial, ça va mieux. Avec une impulsion managériale, ça va mieux, puisque voilà, il y a une décision et quelque part, c'est surtout pour débuter, eh bien, on applique la chose. Hein. Bien évidemment, une vision stratégique partagée, hein, puisque les besoins en information, ils vont forcément être en association avec des objectifs stratégiques qui ont été énoncés. Si ces objectifs stratégiques ne sont pas partagés, forcément, il y aura des divergences à un moment donné dans les besoins pour satisfaire ces objectifs. Hein. Et puis, autre facteur clé de succès, mais là j'ai déjà dit, on va forcément éviter de raisonner outils. C'est sûr que si un prestataire de solutions de veille intégrées frappe à la porte, c'est sûr qu'il va proposer quelque chose peut-être d'extrêmement intéressant, mais est-ce que ça correspond aux besoins? Est-ce qu'on a les compétences pour l'exploiter? Est-ce que finalement notre ampleur, est-ce que la démarche qu'on a mise en place nécessite un outil aussi important? Ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre avant de s'engager vers, on va dire, une démarche outil sophistiquée. Hein, puisqu'on a vu, ce n'est pas forcément, on va dire, le point important. C'est un point important, mais ce n'est pas le point majeur. Donc, si tout ceci vous a intéressé, eh bien, bienvenue au club. Voilà, pour devenir veilleur, hein, sachez qu'un veilleur doit chercher l'info, collecter l'info, analyser. Il est accro au café, en perfusion et tout, bien sûr. Hein. Et puis, il a du flair, voyez-vous, hein, et il a un regard affûté et critique. Et pour finir, il ne voit plus rien, pauvre gars, hein, c'est normal. Et puis, il a une très forte réactivité, voyez-vous, il joue énormément aux jeux vidéo, ce qui l'entraîne forcément à trouver, on va dire, la bonne info. Hein. Donc, voilà, en résumé, ce qu'est la veille, à quoi elle peut servir, et finalement, ce que peut être le futur métier de veilleur. Merci à vous. Et donc, si vous avez des questions, allez-y, je vais essayer d'y répondre. Oui. On parle bien d'information en tant que veilleur. Comment le veilleur fait pour distinguer la bonne information de la mauvaise information? Alors, justement, c'est en se référant finalement aux besoins qui lui est soumis
quelque part, c'est pas lui naturellement qui va distinguer, faire le distinguo mauvaise ou pas mauvaise. Il va surtout chercher une information qui va correspondre à celle qui est demandée. Après, savoir si elle est bonne ou mauvaise, la question n'est pas réellement là, c'est plutôt savoir est-ce qu'elle répond aux besoins. On va dire que dès l'instant qu'elle répond aux besoins, c'est-à-dire au manque, on a détecté qu'il y avait un manque, un trou dans la raquette, on va combler ce manque en allant chercher l'information manquante. Dès l'instant qu'on l'a trouvée, bien sûr, on va s'astreindre à la valider, à la recouper avec une autre information, et si tout ceci est oui, à chaque étape du processus, elle sera forcément réputée, quelque part, utilisable, et surtout, génératrice de connaissances, et on la mettra dans le circuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de mauvaises informations. Il y a une information à remettre dans un contexte. Elle peut être obsolète, elle peut être inutile par rapport aux besoins que c'est fixé, voilà, mais elle n'est jamais quelque part mauvaise. Une autre question de ma part. La notion de veille, du coup, un veilleur, est-ce que c'est un poste bien défini qui est recherché par des entreprises en ce moment, ou c'est plus une compétence qu'on va demander à d'autres postes? Alors, les deux. Les deux, justement. Il y a un glissement vers la deuxième solution. Et puis, dans le métier, il y a un débat là-dessus. Est-ce que tout le monde peut être veilleur? Est-ce qu'il suffit d'avoir des compétences de veille, comme on dit, additionnelles à une compétence majeure, entre guillemets, pour se réputer veilleur? Là, mon point de vue personnel, c'est qu'il y a toujours un intérêt à avoir un vrai veilleur de métier, quelque part qui ne fait que ça, parce qu'il y a quand même toujours un impact technique fort sur des contenus web un peu particuliers, des outils un peu particuliers, et puis surtout, tout le monde n'a pas forcément été formé justement au traitement d'informations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la veille si on n'est pas veilleur, mais ça veut quand même dire que si on veut la faire correctement, il faut qu'il y ait quand même un minimum de compétences assurées, et pour que ce soit de réelles compétences additionnelles et qu'on puisse assurément dire je suis responsable de R&D ou je suis technicien en R&D et je fais de la veille. Disons. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de socle de compétences. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et des entreprises peuvent souhaiter avoir recours à quelqu'un qui fait de la veille et de la communication. Quelqu'un qui fait de la réputation, il fera forcément les deux. Après, il peut avoir recours à quelqu'un qui est chargé d'études marketing et qui va se charger de toutes les missions de veille concernant le marketing. Voilà. Donc il y a des déclinaisons, plutôt que, on va voir ça comme ça, des déclinaisons assez évidentes. Et puis, dans des entreprises encore plus petites, où il n'y a pas des services aussi bien délimités, eh bien, il peut y avoir quelqu'un en charge de la veille de manière générale, quoi, Et donc là, dans ce cas, cette personne ne fera que ça. Justement, quand une entreprise décide de mettre en place une cellule de veille, est-ce qu'elle rencontre des difficultés particulières? Quel est le premier problème qu'elle rencontre? Ça va être de dimensionner l'ensemble, parce que quand on part d'une volonté, entre guillemets de rien, il va falloir trouver les bonnes personnes. Il y a forcément des personnes qui ont plus d'appétence que d'autres parce qu'elles sont plus, on va dire, elles ont plus de réflexes par rapport à l'information. C'est-à-dire que quand on débute une cellule de veille, ce qu'il ne faut pas louper, c'est le premier projet, disons, et puis les premières personnes qui vont être dans ce projet, je dirais. Et là, c'est plus un savoir-être et des compétences qui vont être déterminantes. C'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas communiquer, quelqu'un qui n'aime pas partager de manière générale, n'est pas quelqu'un de très disposé, disons, à s'engager dans ce type de démarche. Voilà. Donc en gros, si on n'a pas forcément de professionnels immédiatement sous la main, je dirais qu'il est plus prudent de démarrer par un projet petit, voilà, et avec des personnes qui auraient déjà un savoir-être marqué, d'une part, par rapport à l'information, par rapport à des techniques de diffusion, et puis quelque part, l'aspect outil peut toujours s'acquérir après. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée, par exemple, dans une entreprise d'une centaine de personnes, du budget qui pourrait être alloué à la veille? Ça prendrait quel pourcentage? Vous avez une idée? Du budget, c'est surtout du temps homme. Oui,
Donc là, il y a beaucoup de temps homme. Hein. Le budget clairement matérialisé va être surtout celui dédié à l'outil, on va dire à l'infrastructure du système d'information, puisqu'on peut aussi, on va dire, ambitionner des outils de diffusion de type réseau social d'entreprise, de type intranet sophistiqué, hein, mais qui ne servent pas qu'à ça, disons, hein, qui servent aussi à ça. Donc là aussi, c'est difficile je ne me risquerai pas à donner un chiffre. Ça fait partie du projet. Hein. On peut faire de la veille à un moindre coût. Je ne dis jamais un coût zéro parce que c'est faux. S'il n'y a pas d'outils, il y a des gens pour quelque part suppléer à l'absence d'outils, hein, il n'y a pas de mystère. Et puis aussi, ça va être l'ambition qu'on a par rapport à un niveau de surveillance ou par rapport à des champs de veille. C'est sûr qu'on est une entreprise de 100 personnes, ça reste encore une entreprise de taille entre guillemets humaine. On n'a peut-être pas l'ambition de faire et de la veille et réputation et de la veille technologique. On va peut-être se concentrer sur un champ de veille restreint, disons, et forcément les moyens seront ainsi associés à d'autres moyens, par exemple de communication, si on est dans la veille et réputation. Faut voir que c'est pas aussi marqué que ça. Ce qui pourrait l'être, c'est l'outil, hein, l'outil de surveillance. Si on décide justement, non, on arrête de faire ça à la main et de bricoler, eh bien l'outil a un coût, mais un coût, ça va aller, on va dire, de Website Watcher, c'est un coût modique d'une centaine d'euros par mois. Une solution un peu plus sophistiquée, multiposte, entre guillemets, ou en SaaS, si vous voulez, hein, on peut en avoir 5 000, 7 000, 10 000, et puis bon, après, il y a des choses voilà, beaucoup plus ambitieuses, où là, on ajoute des zéros, mais il y a une marge importante. Voilà. Et après, on peut même, parfois c'est aussi difficile de dire à un outil est-ce qu'il est gratuit ou est-ce qu'il est payant. Il y a le phénomène du freemium, il y aura une partie gratuite, et puis si on veut des fonctionnalités un peu plus importantes, on paye. Donc c'est où est la limite, là aussi, c'est pas si simple, quoi. Mais donc l'aspect d'outils venant après, finalement, c'est plus simple de savoir ce qu'on veut faire. Hein. Est-ce qu'on est plutôt on est plutôt obligé de veiller sur des médias? Est-ce qu'on est plutôt obligé de veiller sur des choses plus stables? Voilà. Et de là aussi, on verra vers quel outil se diriger si toutefois on décide d'outiller la chose. Vous avez parlé d'informations blanches et noires. Oui. Le veilleur qui répond à la demande du décideur, il doit tendre plutôt vers le blanc ou se tourner vers les deux solutions pour répondre au mieux à la demande? Non, là on a une limite légale qui est claire, hein, l'information noire et l'information, on va dire, qui serait acquise illégalement. Donc là il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on est dans le monde de l'entreprise, on va rester dans la légalité la plus stricte et on s'intéressera à l'information blanche, donc celle qui est dite ouverte. Hein. On peut aller jusqu'à la grise, je ne vais pas citer celle-là, qui peut nécessiter non pas de transgresser la loi, mais qui peut nécessiter un niveau d'habilitation, qui peut nécessiter de faire partie je sais pas moi, d'un club privé, des choses comme ça, pour arriver à l'acquérir. Ça peut être effectivement une stratégie, hein, de faire partie d'un club de dirigeants pour arriver, disons, à côtoyer telle ou telle personne. Ça peut être une stratégie d'accès, de collecte, d'information, mais ça reste tout à fait légal. Et bien évidemment, on évitera le vol de données, des choses comme ça, là où on est typiquement dans de l'information noire, acquise illégalement. Mais il n'y a pas d'intérêt particulier à viser cette information, puisque déjà si on utilisait les 80% d'informations qui sont à notre disposition, il y a déjà matière à, on va dire, créer de la connaissance et puis enrichir une décision. Très bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, nous remercions Madame Atter de sa participation et d'être venue présenter cette conférence sur la veille et les réputations. Et nous excusons Madame Borgianet de ne pas avoir été présente aujourd'hui à cause de son état. Merci beaucoup. Merci à vous.